Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h18. Intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, nous sommes avec Philippe Lermy. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord revenir ensemble sur le discours de Christine Lagarde à la BCE. Toujours pas de raidissement monétaire en vue. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu quand même une forte hausse la semaine dernière sur l'eurodoll et sur l'obligataire allemand et italien. Et on voit que du coup, Madame Lagarde a fait un rétro-pédalage lundi dernier. Alors en fait, ça nous rappelle à certains traders et probablement à la BCE aussi, la hausse des taux directeurs ratée en 2011, c'est le graphe que vous voyez, qui avait fait déraper fortement les taux des obligations et même aussi les bons du Trésor à court terme à 6%. Donc lundi dernier, Madame Lagarde a estimé que les risques de l'évolution de l'inflation sont toujours à la hausse. Alors selon elle, il est peu probable que l'inflation s'enracine car les prix élevés de l'énergie vont faire baisser l'inflation à plus long terme, tout simplement parce qu'ils rongent le pouvoir d'achat des ménages. Alors on retiendra de ce qu'elle a dit, qu'elle a répété qu'une hausse des taux directeurs n'interviendra pas tant que le quantitative easing ne sera pas terminé et que tout ajustement sera graduel. Donc on n'est pas du tout dans le même cas que de la Fed. Alors sachant que la BCE s'est engagée à ne pas réduire son bilan avant fin 2024. Donc c'est pour ça qu'on peut estimer que l'emballement de l'eurodoll et des taux la semaine dernière était exagéré. Alors on voit aussi que du côté des membres, la BCE est partagé sur le durcissement de la politique monétaire, avec d'un côté le gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Galhau, qui se range du côté de Mme Lagarde, et puis de l'autre côté des membres importants comme M. Notte de la Banque centrale de Hollande, qui lui voit une première hausse des taux dès 2022. Alors je vous rappelle que Mme Lagarde va être à nouveau auditionnée cet après-midi par le Parlement européen. Alors, on va surveiller également, on revient plutôt sur un nouveau record, celui de l'inflation aux États-Unis, plus 7,5% en annuel, c'est du jamais vu depuis 40 ans. L'accélération paraît inexorable. Oui, et puis donc on voit que l'inflation continue de monter. Et surtout, ce qui inquiète, c'est qu'elle se généralise à tous les composants. Donc, ce qui laisse penser que le pic d'inflation n'est pas encore atteint. On a toujours les voitures d'occasion avec un prix en hausse. Donc, c'est à 40,5% de hausse sur les véhicules d'occasion sur un an. On a l'énergie, évidemment, plus 27%, mais on a aussi l'alimentation, plus 7% sur un an. Ce qui surprend, c'est qu'on ne voit pas globalement l'impact d'Omicron, comme on l'avait. Donc voilà, ça se caractérise par exemple par le fait que les billets d'avion sont en hausse, la restauration aussi, mais par contre il y a quand même l'hôtellerie qui est en baisse. Alors ce qui inquiète aussi, c'est qu'il y a la Fédération nationale des entreprises indépendantes, le NFIB, qui c'est un peu l'équivalent de la CGPME en France, qui indique qu'il y a un nombre record, à savoir 61% d'entreprises qui ont augmenté leur prix dans les 3 derniers mois. Alors Philippe, on va scruter aussi une date du côté de la Fed, la Réserve fédérale américaine, celle du 16 mars. Oui, tout à fait. Alors, ce qui a perturbé la semaine dernière les marchés, ce sont les discours des membres de la Fed et notamment celui de M. Bullard, qui est le gouverneur de la Fed de Saint-Louis. Alors, début février, il se faisait l'avocat de 3 hausses des taux pour commencer, avait-il dit, avant d'évaluer si l'évolution de l'inflation nécessiterait d'autres actions plus agressives. Et jeudi, il a annoncé sur Bloomberg qu'il aimerait voir une hausse de 100 points de base, donc carrément 1% d'ici juillet après la sortie du chiffre de l'inflation. Donc il est en train d'accélérer son durcissement, vouloir accélérer le durcissement monétaire de la Fed. Il a même annoncé qu'il fallait être ouvert à une hausse des taux intermeeting. Alors dans les faits, ça me paraît peu probable. Pourquoi ? Parce que si on regarde le passé, une hausse de taux intermeeting, c'est très rare pour la Fed. La dernière date d'avril 1994. Et surtout, si elle le faisait, ça enverrait un signal très mauvais, car l'interprétation des marchés pourrait être que la Fed agit en catastrophe.
et elle indique au monde entier qu'elle est en retard. Donc ça serait très très mauvais. Il y a aussi, faut pas oublier, on va en parler, la crise ukrainienne qui, si elle s'aggrave, elle s'ajoute au Covid qui est quand même pas terminé encore et qui pourrait faire dévisser les marchés. Donc le résultat, on le voit, c'est le graphe que vous voyez. Les contrats futurs, c'est l'effet de fonds, anticipent maintenant une hausse de 0,50% des taux directeurs pour le meeting du 16 mars. Donc cette anticipation, elle est de 94%, donc elle est à 100% quasiment. Il y a même plusieurs banques, dont Goldman Sachs, qui anticipent maintenant cette hausse de taux pour 2022. Et pareil, je vous mets en garde, Boulard va être interviewé cet après-midi sur la chaîne CNBC. Alors on va voir ce qu'il va dire. Bon, maintenant on connaît le contenu de son discours. Philippe, on va surveiller quelques événements cette semaine. D'abord, l'indice ZOO en Allemagne. L'amélioration dans les chaînes de logistique devrait soutenir l'indice. Oui, donc on est un peu surpris parce que l'Allemagne a été fortement touchée par Omicron et les choses n'ont pas vraiment changé entre janvier et février, ce qui fait qu'on pourrait avoir le composant de l'indice sur les conditions actuelles qui devrait rester en territoire négatif. Par contre, l'amélioration des chaînes de logistique, comme vous le dites, devrait impacter positivement le sentiment des investisseurs dans les 6 prochains mois et ça devrait donc aider à obtenir un indice ZOO meilleur. Il y a aussi évidemment les chiffres de la vente au détail aux États-Unis. Ce chiffre est attendu en hausse après la publication décevante de décembre. Oui, alors c'est un chiffre très important. Donc les économistes s'attendent à un chiffre à plus 1,8%. Pour la période du mois de décembre, donc le mois qui a été publié le mois dernier, il était à moins 1,9. Alors, on notera que dans ce chiffre, on va avoir une partie de la hausse de ce chiffre qui est tout simplement due à l'inflation. Donc on estime plus 0,8% qui serait dû à l'inflation et aux ventes de voitures. Donc par contre, pareil, on pense que ce chiffre, même s'il est très important, il passe en second plan puisque on a la crise ukrainienne qui est en train de empirer. Ouais, on va y revenir un peu plus tard. Autre rendez-vous, celui des minutes du FOMC. Alors les traders vont essayer de déterminer l'ampleur du quantitative tightening qui va démarrer en mars. Oui, alors d'habitude, les minutes ne font pas bouger les paires de devises, ni les marchés actions, mais ça pourrait être le cas, puisque les traders veulent savoir à quelle vitesse se fera ce durcissement monétaire. Donc la hausse des taux pour mars, on le sait déjà, elle a été indiquée par la Fed à la réunion de janvier, mais on ne connaît pas l'ampleur de la hausse ni l'ampleur du quantitative tightening. Donc c'est ce que vont chercher dans ces minutes les traders. Donc le mémo qui avait été publié en janvier, associé donc avec la réunion de la Fed, indiquait que le quantitative tightening serait passif. Donc la question est de savoir de combien de milliards sera le seuil de non-réinvestissement des titres qui arrivent en échéance, puisque c'est ça actuellement qui est envisagé. En clair, à quelle vitesse aura lieu ce non-réinvestissement? Alors le marché, pour l'instant, il estime qu'elle ne va pas réinvestir 20 milliards d'obligations, 20 milliards de dollars, qui arrivera à échéance. Si c'est plus, le dollar va monter. Évidemment, si c'est plus faible, le dollar va baisser. Et puis on en parlait évidemment au début de ce live, le conflit Russie-Ukraine. Alors sur le plan diplomatique, ça stagne. Par contre, sur le plan militaire, sur le terrain, ça s'accélère. Oui, alors si on regarde la situation actuelle, qu'est-ce qu'on a? La semaine dernière, l'armée russe qui a continué d'amasser des troupes. On parle maintenant de 140, 150 000 soldats et surtout de l'armement lourd qui a porté le tir de l'Ukraine. Il y a les armées russes et biélorusses qui effectuent des exercices militaires qui étaient prévus, qui étaient annoncés du 10 au 20 février, mais enfin ils font ça aux portes de l'Ukraine. Ils ont bloqué momentanément la mer d'Azov, donc ça a bloqué le commerce maritime de l'Ukraine. Moscou dément la version des faits selon Washington. Il explique que ces troupes sont amassées aux frontières de l'Ukraine pour se défendre de l'agressivité des alliés de l'OTAN. Alors, qu'est-ce qui a déclenché la peur sur les marchés vendredi soir? Eh bien, c'est l'annonce de M. Sullivan, qui est le conseiller national à la sécurité à la Maison-Blanche,
qui a déclaré constater une accélération de l'activité militaire russe aux frontières ukrainiennes et surtout, il a précisé qu'une invasion était imminente et pourrait arriver dès cette semaine. Il a rajouté, là, hier, que les USA défendraient chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. Alors, attention, remarque, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Ce à quoi le Kremlin a répondu que l'avertissement d'une invasion russe imminente a atteint des niveaux absurdes. L'hystérie a atteint son pic, je cite. Alors, on a vu Macron qui a parlé à Poutine samedi, après qui a parlé à Zelensky, le président ukrainien. Il y a Biden qui a parlé à Poutine aussi. Donc, Poutine a répondu que les contre-propositions américaines concernant la sécurité ont échoué à prendre en compte les principales préoccupations de la Russie. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'avancée. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des signes négatifs qui s'accumulent. Bon, il y a tous les pays, j'en cite quelques-uns, Australie, Nouvelle-Zélande, Italie, Allemagne, Suède, Arabie Saoudite, Hollande, qui ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine immédiatement, même les États-Unis d'ailleurs. La France a recommandé, elle, d'éviter l'Ukraine. Autre incident, la Russie qui accuse qu'un sous-marin américain est rentré dans les eaux territoriales russes, donc ce que la Maison-Blanche dénie évidemment. On voit les Américains qui envoient 3000 troupes additionnelles en Pologne. On a Biden, du coup, qui parle de sanctions rapides en cas d'invasion. Et pareil, il y a Boris Johnson, qui parle de sanctions économiques en cas de forte invasion. Alors, dans les signes positifs, il y a l'autorité portuaire ukrainienne qui a annoncé que la mer d'Azov était à nouveau libre de circulation vendredi. Bon, c'est un tout petit signe positif. Samedi, il y a l'armée américaine qui a annoncé qu'elle se retirait de l'Ukraine parce qu'actuellement, elle avait 150 formateurs qui aidaient mais il n'y a pas que les Américains, il y a plein de formateurs de l'OTAN qui aidaient les militaires ukrainiens. Bon, alors ça peut être vu positif, puis ça peut aussi être vu négatif, c'est-à-dire qu'on peut se dire que Biden veut ramener tous les GIs à la maison, sains et saufs, pas de morts américains. Bon, il y a le chancelier allemand, M. Scholz et Poutine qui vont se parler, mais déjà le gouvernement allemand n'attend aucune avancée. Alors, comment pourrait évoluer la situation? Il y a certains analystes qui pensent que Poutine pourrait attendre la fin des Jeux Olympiques. Pourquoi? Pour éviter de faire de l'ombre à son ami Xi, je dirais, il s'est empressé d'aller lui rendre l'appareil, à savoir Xi qui avait été, je dirais, en personne à l'ouverture des Jeux de Sochi, et là Poutine a fait ça à l'ouverture des Jeux de Pékin, et bien sûr il s'est bien montré pour essayer de dire j'ai un ami qui est puissant, la Chine. Alors certains experts militaires, ils ont fait remarquer que on arrive dans la période de la Rasputitsa, c'est-à-dire la saison des mauvaises routes, qui pourrait accélérer du coup le timing d'une invasion. Alors la France, elle le sait, Napoléon, on en a gardé un très mauvais souvenir. Alors, soit ça serait une invasion rapide s'il y en avait une, soit il faudrait carrément attendre les beaux jours. Alors ce qui n'est pas exclu non plus, car ça permettra Poutine de continuer à faire monter la sauce. Il ne faut pas oublier que plus la sauce monte, plus il va peut-être obtenir ce qu'il veut sans avoir une invasion de l'Ukraine. C'est peut-être son but, in fine, je dirais. Alors, après, c'est pareil. S'il fait monter la sauce, on peut avoir les marchés américains qui vont se cracher de plus en plus. Et ça va donner encore plus de pouvoir à Poutine, puisque évidemment, ça va mettre une pression sur Biden, car les élections de mi-mandat aux USA, elles approchent. Il ne faut pas oublier ça. Mais si on... Comment? Les midterms, les fameux midterms. Oui, c'est ça. C'est ça. Et mais par contre, si on réfléchit à plus long terme, oui, c'est en novembre. Si on réfléchit à plus long terme, c'est un mauvais calcul parce que ça va renfermer l'économie russe sur elle-même. Il ne faut pas oublier qu'en plus du gaz, la Russie exporte 50% des exportations de pétrole et de condensat vers l'Europe. La Russie a vraiment besoin de l'argent européen. Donc plus ça dure,
plus évidemment les pays vont chercher des moyens de substitution. Alors, il y aurait une solution, c'est l'Ukraine qui l'a, et que d'ailleurs l'ambassadeur ukrainien au Royaume-Uni, M. Vadim Prystaiko, a suggéré à la BBC, ça serait que l'Ukraine abandonne son ambition depuis 2008 de faire partie de l'OTAN. Et donc la Russie aurait déjà gagné sur un des 3 principaux points d'achoppement. Sauf que, qu'est-ce qu'on voit après? Il a rétropédalé. Pourquoi? Parce que le porte-parole du gouvernement ukrainien a annoncé que l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne de l'Ukraine est une priorité. Alors, il y a encore une autre solution à laquelle je crois moins, ça serait que via l'ingérence sur les réseaux sociaux ukrainiens, Poutine, la Russie arrive à influencer le peuple ukrainien qui demande la destitution du président ukrainien, M. Zelensky, et ce qui permettrait donc à un nouveau président pro-russe comme le précédent, qu'un nouveau président pro-russe accède au pouvoir. Bon, j'y crois pas trop, ça serait trop long peut-être.